Bienvenue dans ce nouveau podcast de la série Ce que parler veut dire. Aujourd'hui, notre podcast est intitulé La grammaire. Alors finalement, à l'écoute du précédent podcast, j'ai compris que la grammaire est au centre d'un débat, ou plutôt peut-être même d'une controverse entre poètes et linguistes. Mais à l'inverse, il me semble en revanche qu'elle est au cœur du langage, comme on dit au cœur du réacteur nucléaire. Elle est commune au langage oral et au langage visuel, et elle témoigne d'un double aboutissement, parce que l'un et l'autre renvoient respectivement à un langage écrit dont les caractères graphiques sont dessinés, éclairent la signification des images visuelles ou acoustiques. Oui, c'est ça. Les Égyptiens n'auraient pas récusé cette interprétation puisque leur médou, donc leur médium, nommait à la fois le hiéroglyphe, donc un graphe ou une gravure, et l'idéogramme, donc une image acoustique, le mot gramme des Grecs qui est dans idéogramme n'étant pas indifférent ici. C'est d'ailleurs en pariant sur cette homologie du langage parlé et du langage dessiné que Jean-François Champollion a finalisé sa découverte. Le langage parlé renvoie de ce point de vue, au-delà de la faculté de légiférer et de la capacité d'expression, à un ensemble relativement réduit de sons oraux et de signes dessinés correspondants que nous nommons aujourd'hui respectivement des phonèmes ou des caractères selon qu'on est plus ou moins grec ou latin et que somment plus ou moins exhaustivement nos alphabets. Donc, un ensemble de grammes et à ce titre une grammaire générale phonémique qui en est la dépositaire. Sauf erreur de ma part, jusqu'à présent, nous évoquions des signes et des grammes d'une grammaire. Et maintenant, nous nommons des phonèmes et une grammaire phonémique. C'est tout l'intérêt de l'apport contemporain de la phonologie. Nous privilégions désormais le mot phonème au mot gramme, au détriment du mot gramme, dans notre façon de nommer les éléments du langage oral et du langage écrit. Comme le mot l'indique, on entend par phonème des sons oraux, la voix en grec se dit phoné, supposé nommer le suffixe nem de phonème renvoyant évidemment au nomos. Et l'on distingue parmi ces phonèmes des voyelles, des consonnes et des syllabes. Alors, on distingue d'abord des voyelles dont la vibration est naturelle. Et une vibration issue du fond de la gorge est modifiée ou modulée par le jeu des lèvres. Autrement dit, c'est la voix à l'état pur. À côté de ces voyelles, on distingue donc aussi ensuite des consonnes, dont la particularité cette fois est de sonner avec. Le mot le dit d'ailleurs, une consonne qui sonne avec, en l'occurrence une voyelle. On ne peut pas par exemple prononcer le son B ou le son R ou le son K sans une voyelle. Donc aussi, c'est une façon de rythmer nos façons de parler ou pour d'autres, notre poésie. Il faut noter que trois de ces consonnes sont différentes, respectivement le H de Hermès, qui est une consonne muette, le W ou le OU de Water, qui se prononce seul, sans autre voyelle, et le KOF ou le Q des langues sémitiques de l'élixir, ce qui veut dire que toutes les consonnes se sonnent avec une voyelle, sauf ces trois-là. Enfin, au-delà des voyelles et des consonnes, naturellement, ce sont des syllabes qui agglomèrent des voyelles et des consonnes. Et donc nos langues s'inscrivent dans cette perspective. Oui, de deux façons. D'abord, chacune de nos langues contemporaines reprend, ou au contraire omet, des mots hérités de langues plus anciennes, en témoignant ainsi de son élégance propre. Et chacune reprend ou non à ce titre des juxtapositions, des combinaisons ou des agglutinations de sons, donc de phonèmes significatifs avec lesquels elle nomme des mots. Chacune renvoyant donc à cette occasion à sa propre grammaire particulière de sons, en piochant dans une grammaire phonémique générale. Mais chacune témoigne aussi d'une novation dans sa façon de les poser dans son énoncé, donc dans sa poésie, en les situant ou en les ordonnançant avec une syntaxe. Chaque langue contemporaine proposant à ce second titre sa propre grammaire, entendue cette fois non plus comme un sous-ensemble de phonèmes, mais comme un système de règles normatives qui se traduit cette fois par une façon de dire. Nous sommes donc les héritiers de mots déjà énoncés par les langues antiques. En réalité, le plus souvent, nous avons hérité de syllabes, et plus précisément de syllabes consonantiques, bi- ou triitaires, donc de 2 ou 3 consonnes, résultant d'une agglutination de plusieurs consonnes. Nos mots renvoient le plus souvent à ces syllabes parce que celles-ci sont significatives, mais aussi parce que les consonnes qui les composent et les sommes sont donc des consonnes dominantes au sein des mots et sont à ce titre au cœur du rythme poétique qui est proposé grâce à elles. À titre d'illustration, par exemple, la langue française nomme le mot hiérarchie. Elle reprend étymologiquement et à ce titre de la langue des Grecs une hieros arché, qui nomme la puissance sacrée et secrète. Mais elle fait à vrai dire un coup double, parce que le mot grec, pour sa part, rappelle lui-même phonétiquement l'arcade des Shivaïtes de la tradition indienne plus ancienne et qui précéda donc la Grèce. Au-delà du grec, la langue française renvoie par conséquent en ce sens avec son mot arc
à la syllabe consonantique RK, qui nommait le pseudonyme de Shiva et qui suggérait que celui-ci était la combinaison d'une puissance centripète ou d'un éros unificateur signifié par la consonne R et d'une puissance centrifuge à l'image d'un chaos par définition chaotique et cassant, lui-même signifié par la consonne K, les deux consonnes R et K produisant la syllabe RK. Si je te suis bien, cela signifie donc qu'en prononçant ensemble le R renvoyant à l'éros et le K renvoyant au chaos, comme le fit Archimède dans sa formulation de l'Eureka, les dénominations de l'Arche perdue de Steven Spielberg, de notre monarchie et de notre anarchie, comme celle de Jeanne d'Arc et de ses archers, suggèrent une signification antique héritée de la tradition indienne exprimée avec la syllabe consonantique bilétaire RK. Oui, et c'est aussi la raison pour laquelle nos langues respectives font preuve de cohérence en nous proposant des familles phonémiques de mots, et pas seulement un champ lexical. Et c'est aussi pour cette même raison qu'il nous est parfois impossible de traduire des mots d'autres langues, quand bien même l'homologie nous suggère une interprétation. Nous en avons déjà eu une première illustration avec les verbes français et anglais être et to be. En voici une autre cette fois, mais avec le mot ou le nombre 2, respectivement en français et en allemand, qui nous conduit à constater l'importance de bien comprendre ce que parler veut dire, ne serait-ce en l'occurrence ici que parce qu'elle explicite la cohérence de la pensée germanique, de Leibniz et Schopenhauer à Nietzsche, en passant par Hegel, qui peut parfois nous échapper. Je m'explique. En nommant le 2 avec le phonème D, la langue française renvoie à une culture philosophique de la dualité, à la manière de Descartes, et elle nomme la distinction et la multiplicité, et je ne parle pas de pluralité, au sein de l'unicité d'un univers forcément dual. Le 2 méditerranéen, des Français, étant entendu comme une addition de deux unités. Mais il est difficile aux locuteurs français habitués au D, autrement qu'en déconstruisant, de saisir que le mot allemand Zwein, prononcé Zwein, avec le tzadé hébraïque, qu'elle traduit par 2, est nommé et envisagé à la différence, sinon à l'inverse du 2 méditerranéen, comme une scission, un tsunami Zwein, ou une division du Ein de l'unité, elle-même signifiée par la différence entre les mots 1 et 2 des Allemands, respectivement Ein et Zwein, le 2 allemand Zwein reprenant phonétiquement, à la différence du 2 français, le Ein de l'unité. Et au-delà, il est difficile, évidemment, aux Français de saisir que ce Zwein allemand ne renvoie donc pas à une dualité cartésienne à la française, mais à une Zweisamkeit germanique, intraduisible en français, et à un Zollverein qui unit ce qui sépare. C'est une façon originale, en tout cas, d'expliquer la division originale de Hegel en l'associant à la duplicité nommée par Gilles Deleuze. En renvoyant à l'unité d'une totalité pliée et dépliée, donc au pli qui la lie et l'explique, un Zweifold ou un pli en deux, le mot Zwein éclaire en réalité le paradigme culturel germanique, non ? C'est très exactement le cas. Au-delà de l'homologie entre le 2 et le Zwein, comprendre le Zwein des Allemands, que nous traduisons en français par 2, permet de saisir la spécificité de la pensée germanique de Leibniz à Nietzsche en passant par Hegel et Marx. Chacun des penseurs allemands renvoie à cette compréhension culturelle du Zwein, interprété comme un tsunami catastrophique de la monade première, et en ce sens, à la division originaire de Hegel. Et c'est au passage la difficulté des penseurs méditerranéens, à la différence évidemment de Gilles Deleuze, imprégné du 2 de la dualité et étranger au tzadé hébraïque, initialisant le mot Zwein des Allemands. Pour en revenir à notre thème, c'est donc aussi et surtout ici une façon de rappeler que le Zwein germanique tient sa signification de cette syllabe d'attaque, le tse du tzadé hébraïque, et que la langue allemande propose avec cette consonne d'attaque une famille de mots cohérents, donc une famille phonémique qui lui est propre et qui est intraduisible en français. Est-ce à dire que le mot, qu'il soit allemand ou non, n'est pas seulement une agglutination de sons ou de phonèmes, mais qu'il est construit et ordonnancé ? Oui, le mot est bien sûr a priori une agglomération, une agglutination de sons, mais son éventuelle consonne d'attaque et l'ordonnancement des autres sons contribuent à sa signification. Les Grecs associaient d'ailleurs en ce sens le gramma et le stokeion. Notons au passage, en nommant le stokeion, cette syllabe ste d'attaque, qui nomme en initialisant la situation des Français et la stigmatisation, mais aussi le standing des Anglais. Et pour tout cela, pour rappeler que le gramme était un élément du mot et à ce titre un élément rangé,
ou dirait-on en français, situé. C'est cette situation élémentaire que nommait le mot stokéion. C'est d'ailleurs parce que le gramme élémentaire est ainsi situé que nous associons aussi usuellement le plus souvent d'abord le mot grammaire à un ensemble de règles normatives déterminant notre façon de situer gramme ou phonème au sein du mot et les mots au sein de l'énoncé. La façon de situer ou la syntaxe, autrement dit la façon de ranger les éléments et les mots, est donc au cœur de la grammaire normative. Oui, à nouveau, il suffit d'un exemple pour le comprendre. Avec la langue française, par exemple, nous nommons une voiture rouge. À cette occasion, nous nommons la voiture avant de nommer le rouge de sa couleur. Nous privilégions donc dans notre énoncé ce qui se conçoit, la voiture, au détriment de sa couleur, le rouge, qui lui se perçoit. Avec la langue anglaise, nous nommons en revanche et à l'inverse a red car, en privilégiant cette fois la couleur, le red, au détriment de la voiture, car la différence dans les manières de ranger et de situer les mots, donc le stokéion, n'est pas fortuite. Avec la langue française, la substance, donc l'être, précède l'accident, donc l'existant. Et nous témoignons ainsi de notre fidélité à un paradigme philosophique posé par Descartes. Nous pensons, donc nous sommes. Et à ce titre, nous privilégions la pensée de la voiture à la perception de sa couleur qui peut être illusoire. Avec la langue anglaise, à l'inverse, c'est notre expérience empirique qui nous conduit à envisager et à interpréter personnellement notre perception de la réalité. Perception is reality. Et à ce titre, nous privilégions donc la perception de la couleur, en l'occurrence le red, à la manière de penser la voiture, en l'occurrence le car. Notre interprétation personnelle, dans ce cas, l'emporte sur une conceptualisation qui se voudrait universelle. Pour résumer, on pourrait dire que la grammaire donne du sens en donnant un sens. C'est une belle formule. C'est toute l'ambiguïté du mot sens. Et notre prochain podcast, j'imagine logiquement qu'il sera donc consacré à ces grammes élémentaires. Oui, et plus particulièrement à l'alphabet. Merci d'avoir écouté cet épisode de cette série Ce que parler veut dire, des podcasts pour comprendre les manières de parler et les façons de dire. À très vite pour un nouvel épisode.